Avec la neige, la pluie, le froid, le vent, pour venir assister à cette conférence sur les exoplanètes, où on va justement rechercher la neige, la pluie, le vent, les tempêtes, et on va voir que c'est pas forcément tout ça que l'on va trouver. Alors voilà un peu le plan de ce que je vous propose ce soir. Donc, quelle est déjà la problématique pour détecter les exoplanètes? Alors, on dit exoplanètes ou planètes extrasolaires, hein, c'est la même chose. On va voir ensuite les méthodes de détection. Il y a plusieurs méthodes, plus ou moins puissantes, et qui se complètent plus ou moins. On va parler de la zone habitable autour d'une étoile et de la recherche de la vie. Et on va étudier enfin les quelques missions spatiales qui sont consacrées aux exoplanètes. Alors, ça c'est un petit résumé. Donc vous savez qu'on vit dans une galaxie. Une galaxie comme la nôtre, ça contient 100 ou 200 milliards d'étoiles. Et on pense qu'il y a aussi 100 ou 200 milliards de galaxies dans l'univers. Comme on pense que la plupart des étoiles ont une ou plusieurs planètes, je vous laisse imaginer le nombre de planètes qu'il peut y avoir dans l'univers. Donc, c'est pas absurde de se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres planètes autour d'autres étoiles? On sait que oui. Et est-ce qu'il y a des planètes, surtout des planètes comme la Terre? Alors, pour ça, il faut parler un tout petit peu de notre système solaire, pour essayer de comprendre les autres. Système solaire, c'est quoi? C'est un nuage de gaz qui va s'effondrer sur lui-même de par action de la gravité. Et en s'effondrant sur lui-même, la partie centrale qui va concentrer le plus de matière, à un moment et à un autre, va atteindre une concentration tellement grande que ça va déclencher des températures phénoménales et ça va déclencher des réactions nucléaires. Et ça, ce qu'on appelle, ça va allumer les réactions nucléaires, ça va être le début d'une étoile. Et alors, la matière qui restait autour de cette étoile, progressivement sous l'action de la gravité, ça va se mettre sous forme de disque ou d'une grosse crêpe, et c'est ce disque de poussière qui aussi, par accrétion de matière, la matière appelant la matière, va créer des systèmes planétaires. Et des petits morceaux qui n'auront pas réussi à faire des planètes, et dans notre système solaire, ça va s'appeler les astéroïdes, par exemple. Voilà, donc c'est un cas tout à fait standard de formation de systèmes solaires et de systèmes planétaires. Alors, depuis des années, on découvre de plus en plus de ces planètes extrasolaires, et justement, ça pose la question de savoir est-ce qu'il pourrait y avoir une autre vie ou d'autres formes de vie dans l'univers. Bon, évidemment, on n'y répondra pas ce soir, mais on essaiera de poser quelques jalons pour savoir quelles sont les bonnes questions et les bons facteurs à chercher dans ces planètes que l'on découvre tous les jours. Alors, vous savez, historiquement, c'est Michel Mayor et son équipe avec Didier Queloz, que vous voyez en bas, là, sur la photo, de l'Observatoire de Genève, mais à l'Observatoire de Genève, ils ne sont pas bien équipés en instruments, donc ils sont montés à l'OHP, à l'Observatoire de Haute-Provence, en 1995, ils découvrent, autour de Pégase 51, en octobre 1995, ils découvrent une planète. On va voir comment ils ont fait ça. Alors, comment peut-on détecter des planètes hors du système solaire? Vous savez qu'une planète, par définition, ça n'émet pas de lumière. Ça réfléchit la lumière de sa propre étoile. Alors, vous voyez, dans le cas de Jupiter, Jupiter ne réfléchit que 1 milliardième de la lumière du Soleil. C'est pas lourd. Donc il faut arriver à détecter ce 1 milliardième de lumière du Soleil qui baigne dans la lumière du Soleil. C'est comme si vous vouliez détecter près d'un phare, une lampe électrique qui est allumée à côté d'un phare. Vous avez très peu de chance. Voilà. Donc,
les deux difficultés majeures, c'est séparation angulaire très faible. Pourquoi? Parce que les exoplanètes sont situées très loin. Donc entre l'étoile et l'exoplanète, il y a très peu de séparation au vu de la Terre. Hein, et le contraste en luminosité, par contre, est énorme. Hein. Dans le cas de Jupiter et du Soleil, c'est 1 milliard. Je vous laisse imaginer la Terre, qui est beaucoup plus petite que Jupiter. Et en plus, à partir du sol, les turbulences de l'atmosphère, c'est pas l'idéal. Hein. Donc, on a voulu essayer d'imaginer ce que pourrait voir un explorateur situé à 10 parsecs du Soleil, et pour voir quelle serait l'amplitude du mouvement, du déplacement de ce Soleil par rapport à, si on tenait compte qu'il n'y avait que Jupiter, par exemple Jupiter et Saturne. Ben, vous voyez, le déplacement, là, entendez, il est 0,0005 arcs secondes, 500 microsecondes d'arc pour Jupiter et Saturne. Si on ne tenait compte que de la Terre, ça ferait 0,3 microsecondes d'arc. Ce sont des quantités qui ne sont pas facilement atteignables pour le moment. Alors cette méthode de mesure, c'est ce qu'on appelle l'astrométrie, la vue directe du mouvement d'une étoile ou de ses planètes. Donc l'idéal, évidemment, ça serait de pouvoir faire une photo à distance d'une étoile et d'une planète qui tournerait autour. Alors vous vous rendez bien compte que déjà la prochaine étoile, c'est Alpha du Centaure, c'est à combien d'années-lumière? C'est loin. Hein, je ne me rappelle plus, mais c'est loin. Donc il faut déjà être capable de faire une photo, être capable de détecter cela. Alors, j'avais écrit ce texte il y a 10 ans, voilà, en 2003. Et j'avais dit, je pense que dans les 10 ans qui viennent, on arrivera à photographier une planète autour d'une étoile. Eh bien, j'étais trop pessimiste parce que c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Hein. En fait, c'est arrivé en 2004, juste l'année d'après, j'avais écrit ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que en fait, ce facteur, la différence de luminosité entre l'étoile et la planète, ce facteur, il peut diminuer quand on fait des mesures en infrarouge. Donc, on gagne un peu en sensibilité en infrarouge. Et en fait, on va essayer de faire des photos en infrarouge. Et effectivement, la première photo d'une planète extrasolaire que vous voyez ici, c'est autour d'une naine brune, ici, qui a été photographiée en 2004 au VLT. Alors, la naine brune, c'est ça, la planète, c'est ça, et c'est dans la constellation de l'Hydre, et ça s'appelle 2M1207, peu importe. Cette naine brune est quand même située à 230 années-lumière de chez nous. Donc, vous voyez, c'est quand même un bel exploit qu'on n'arrive pas à refaire tous les jours. Hein. Mais Hubble, de son côté, alors Hubble, lui, est dans l'espace. Hein, la photo précédente a été faite à partir du VLT, alors l'Atacama. Mais Hubble, qui est dans l'espace, qui peut faire des prises de vue 24 heures sur 24 et hors atmosphère, s'est intéressé à une étoile dont on se doutait qu'elle possédait des planètes. Cette étoile s'appelle Fomalhaut. Et elle a pu voir, en fait, en comparant des photos sur plusieurs années, je vais vous montrer, elle a pu voir effectivement une planète, probablement en formation, mais une planète. Alors vous voyez, ça c'est Fomalhaut avec le coronographe pour masquer, bien entendu, pour masquer le centre de l'étoile, sinon on saturerait la caméra. Hein. Cette étoile, en fait, possède un disque de poussière. Vous vous rappelez le disque de poussière dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, hein. C'est le disque de poussière. Donc, on voit que c'est un système planétaire en formation, hein, puisqu'il y a toujours un disque de poussière. Notre système solaire, lui, est formé, il n'a plus de disque de poussière. Et Hubble a comparé des photos prises en 2004 et en 2006. Et qu'est-ce qu'on voit en 2004 et 2006?
on voit un petit point qui a bougé ici, et c'est une étoile, c'est une planète. Alors c'est une planète qui est située loin de son étoile, hein, elle orbite à 10 fois la distance de Saturne à notre Soleil, 34 milliards de kilomètres en gros, hein. Non, pardon, ça c'est 10, 10 fois la distance de Saturne à notre Soleil. C'est pour ça que ça met très longtemps à faire le tour de l'étoile, et c'est pour ça que Hubble l'a détecté. Donc, regardez ça, c'est quand même un exploit astronomique. Hein, ça. Je me demande ce qu'on fera quand Hubble ne fonctionnera plus. Vous voyez l'échelle ici, 100 unités astronomiques. Ah, vous voyez, donc déjà, c'est un immense système planétaire, hein, comme un autre. Mais c'est formidable de pouvoir voir un disque planétaire de